Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie, du bonheur et du plaisir. Avec Jean-Charles. Bonjour Sylvie. Dominique. Bonjour Sylvie. Et Moïse, notre invité, spécialiste du bonheur et de la joie. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Alors pour commencer, j'avais envie de faire une petite expérience puisqu'on parle de la joie. Je fais quelque chose qui n'est pas forcément radiophonique. Mais voilà, j'avais envie d'essayer C'est avec une vous. licorne. Alors attendez, rigolez pas parce que ça vous concerne aussi. Puisque j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, alors je voulais voir si la joie pouvait passer à la radio. Ah ouais, c'est magnifique. Alors pour les éditeurs qui ne nous voient pas pas, l'image, mais qui auront l'image à la fin de l'émission. Voilà, nous nous sommes accessoirisés. Adam, il a des cocktails au-dessus de sa tête, Voilà, en fait, 2 verres voilà. avec des cocktails. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Amis alcooliques, vous êtes aussi bienvenus dans le spirituel. Moïse et des cactus. Et toi, c'est des cacatoès, mais on ne les voit pas puisque tu l'as mis à l'envers. Mince, j'ai pas vu. Et moi, je suis... Mais c'est une licorne, non? Je suis une licorne, voilà. Oh ouais, ça Sont- mélange, je vois. non, en fait, ce sont des toucans, hein, pas des cacatoès. Ah. Ah ben, de nos jours, tout fout le camp. Bah voilà, donc on a mis l'ambiance pour parler de la joie. Donc c'était le thème de notre dernier café spirituel. Et Jean-Charles, c'est toi qui l'as présenté. Oui, on avait étendu le thème de la joie en lui opposant ou en le confrontant ou en extension avec le bonheur et le plaisir, pour voir quelles étaient les distinctions que nous pouvions faire entre la joie, le bonheur et le plaisir. On va évacuer assez vite les philosophes qui ont pu parler de la joie. Ils sont assez peu nombreux parce que c'est pas forcément un thème qui est qu'on attrape facilement, la joie. Et hormis Spinoza et Nietzsche, Spinoza forcément, qui est le philosophe de la joie et qui a été retranscrit par Frédéric Lenoir, qui a fait une lecture beaucoup plus accessible de l'éthique. Peu s'y sont attelés et davantage ont parlé du bonheur, et notamment Montaigne qui serait le philosophe du bonheur et qui dit il faut étendre la joie et retrancher autant qu'on peut la tristesse, parce que probablement qu'on peut opposer la tristesse à la joie, au même titre qu'on peut opposer le malheur au bonheur, et au plaisir, la contrariété ou l'insatisfaction. Alors, dans ce café spirituel, on s'est interrogé de savoir qu'est-ce qui nous mettait en joie, qu'est-ce qui nous mettait dans un état de joie, qu'est-ce qui nous permet, au même titre, d'accéder au bonheur, d'être heureux, parce que quand on parle de bonheur, effectivement, on dit qu'on est heureux ou qu'on est content d'être heureux. C'est vraiment un état qui est chouette, d'être content d'être heureux. Et qu'est-ce qui nous crée du plaisir, c'est vraiment les distinctions, hein. Qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qui nous crée du plaisir. Et puis après, on pouvait s'interroger de savoir où se situait la joie. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, au même titre que le plaisir ou le bonheur, quels sont les ressentis que nous avons face à la joie, au bonheur et au plaisir, qu'est-ce que ça nous crée comme émotion profonde, et après
moi, je me posais la question de savoir si la joie, c'était un état originel, si on naissait avec c'était quelque chose qui était en nous, ou est-ce qu'on l'attrapait par la suite. Et puis, est-ce que tout le monde a accès à la joie, avec une expérience qui est assez intéressante. Quant au bonheur, on a tenté d'évaluer un petit peu quels étaient les critères qui permettaient d'être heureux, d'accéder au bonheur. Et depuis les temps très anciens, depuis les Grecs, on a considéré, et ça s'est révélé sur les études récentes, que le bonheur, en fait, était conditionné par l'extérieur, par des conditions de vie. En gros, pour vraiment une partie infime, ça représentait en gros 10%. Et qu'ensuite, le conditionnement, la sensibilité était pour 50% de ce qui pouvait nous permettre d'être heureux. Et qu'après, en fait, c'était notre libre arbitre, nos choix, notre état d'esprit, notre état d'âme, pour 40%, qui nous permettaient d'être heureux. Donc, les conditions extérieures, elles ne sont pas prépondérantes dans notre capacité d'être heureux. Et on voit bien, en fait, que c'est lié, d'une part, au conditionnement, à notre sensibilité, et puis surtout à notre libre arbitre, au choix que l'on peut faire. Dans un autre... il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est la joie. Alors quand on revient sur la joie, on peut parler d'une joie passive et d'une joie active. On peut être joyeux sur un événement extérieur. On est fan d'une équipe sportive et cette équipe remporte une victoire. On peut être dans un état de joie, vraiment dans une liesse populaire et partager cette joie. Mais c'est relativement fragile parce que si notre équipe perd, bien en fait, on n'accédera pas à cet état de joie. Et là, certains philosophes, et notamment Frédéric Lenoir, parlent d'une idée adéquate ou d'une idée inadéquate. Et que la joie, en fait, c'est plutôt quand on est dans une... Enfin, il reprend Spinoza quand il parle d'une idée adéquate ou inadéquate. Et puis après... Alors la joie, c'est probablement quelque chose, pour moi, que l'on a en soi, mais qui se cultive, qui se travaille avec, et ça c'est toujours Frédéric Lenoir qui reprend toute cette déclinaison en étant attentif, en ayant de l'attention, de la présence. Ça peut être favorisé par la méditation, par la confiance en soi et l'ouverture du cœur. C'est aussi ce qui permet d'accéder à la joie, à la bienveillance, la gratuité, il parle de la gratuité, de la gratitude, de la persévérance dans l'effort. Donc on voit effectivement que c'est... Je ne veux pas dire qu'il y a un mérite, parce que mais que effectivement ça passe par un cheminement et par le lâcher-prise, et pour terminer, la jouissance du corps, qui nous permet aussi d'accéder à un état de joie. Moi, j'avais un mot qui regroupait la joie et la jouissance, c'était joire. Voilà, t'as créé joire. Voilà, joire. Waouh. Merci Jean-Charles. Et sans doute, il faut le choisir. Après, oui, chacun peut avoir une vision propre, mais peut-être on peut s'interroger de savoir si la joie, c'est quelque chose qu'on a en soi ou qui est provoqué par l'extérieur. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que effectivement, quand on compare le plaisir, le bonheur et la joie, on s'aperçoit que plus on va vers la joie, moins c'est conditionné. Moins c'est conditionné à un apport extérieur. Dans le plaisir, on voit bien que ça dépend de substances ou d'expériences qu'on connaît bien. Dans le bonheur, il y a aussi une notion qui est celle de la notion sociale. C'est-à-dire que souvent, le bonheur s'accompagne d'un environnement social favorable. On est heureux ensemble. Alors que dans le plaisir, on peut être tout seul. Il n'y a aucun inconvénient à vivre du plaisir tout seul.
Et par contre, quand on arrive à la joie, alors là, pour le coup, la joie, ça peut être seul, mais c'est pas de la solitude, c'est une connexion profonde avec tout ce qui est. Donc, je pense que la joie, c'est vraiment un état qui nous met en contact avec ce qu'on a de plus profond. Et effectivement, c'est une source infinie qui est à l'intérieur de nous, qu'on perd. J'ai bien aimé quand tu as parlé, Jean-Charles, du fait que tu avais découvert que ta joie a été recouverte. Oui, alors ça, c'était lors d'une expérience, lors d'un stage d'hyperventilation avec nos amis Moïse et Sylvie. Après avoir traversé lors d'une respiration, alors Moïse nous en parlera tout à l'heure, de ce principe qui permet d'accéder à un état de conscience modifié, où on recontacte plus profondément en fait l'être que nous sommes. Et après avoir donc traversé, recôtoyé sur un chemin toutes les personnes qui m'avaient accompagné dans ma vie, alors que tout le monde s'apaisait sur cette fin de respiration, moi je me suis senti de me lever, de m'étirer, de me tendre vers le ciel, j'avais l'impression de côtoyer les cieux. Et là, je suis parti de fou rire, un peu comme si, en fait, j'avais renoué avec cet état originel qui, a priori, est probablement celui de l'être humain. Et là, j'avais l'impression que j'avais débarrassé au fond de moi cette joie sur laquelle était venu s'empiler tout un tas de choses et qu'il avait un peu enfoui. Et là, débarrassé de tous ces agrégats, cette joie ressortait. Ouais. Mais j'ai écouté dernièrement un intervenant dont le nom m'échappe, mais qui est vraiment passionnant, ça va me revenir, il est là. Et qui disait... Non, qui disait que il y avait une personne qui lui expliquait avoir accédé à cet état un peu d'illumination. Cet intervenant lui disait, mais c'est simplement, en fait, c'est pas l'état dans lequel on doit chercher à revenir. Ça nous montre simplement que c'est notre état originel, naturel. En fait, naturel. Et c'est simplement pour nous dire, je suis là, voilà, ça existe, tu es là, tu es dans cet état-là, c'est ton état dans lequel tu es à l'origine, et après tu vas t'en éloigner, tu peux t'en éloigner, mais rassure-toi, ce moment de paix, où vraiment tu as l'impression d'être relié à tout, c'est ton état originel. Et ne cherche pas forcément à y revenir, à vivre en permanence dans cet état-là. Sache simplement qu'il existe, qu'il est là. Franck Lobvé. Ah, bien sûr. Oui, c'est Franck Lobvé, en fait, qui répondait à une auditrice sur ce point. Moïse, tu voulais intervenir sur la joie ? Oui, par rapport à ce que vient de dire Jean-Charles, dans le travail de respiration, entre autres, une fois qu'on a enlevé les couches de difficultés, de traumatisme, de honte, de culpabilité, oui, pour moi, effectivement, arrive la joie. Ce semble tout à fait un état naturel, un état premier, c'est la joie. Quand je pense à la joie, moi, je pense d'abord, la première image que j'ai, c'est les enfants, les tout petits qui rient. Voilà, sans condition, c'est totalement libre. Voilà, la joie pour moi, c'est ça. Ouais, c'est difficile de rester de mauvaise humeur quand on entend une cour de récréation qui explose de rire, du rire des enfants. Moi, la joie, c'est le matin, avant le lever du soleil, quand tu entends les oiseaux. Bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc il y en a plein. J'ai le sentiment, bon, déjà la joie, elle est là. Tu sens qu'elle est dans l'oiseau, tu vois. Et il accueille le soleil. J'ai le sentiment que si un jour les oiseaux arrêtaient de chanter, le soleil se lèverait plus. Tu vois. Donc c'est vraiment, il y a une connexion, il y a une symbiose. C'est Giono, je crois, qui disait que la joie est l'atome du bonheur. Donc on est bien au centre, au cœur de notre être, en fait, hein, avec la joie.
Alors, évidemment, on a évoqué d'autres aspects, plein d'aspects de la joie, du bonheur et du plaisir. Et on a parlé de ce paradoxe qu'on constate souvent quand on voyage, par exemple, dans un pays pauvre, qui est la joie de personnes qui sont dans de ce que nous, on appellerait la misère, qui est peut-être à nuancer d'ailleurs, c'est peut-être de la pauvreté, enfin bon, après, peu importe le degré, mais on constate une joie que nous, on considère qu'on n'aurait pas dans ces circonstances-là. Et ça, c'est un peu, ça nous interroge. Et on se demande où ces personnes puisent leur joie. Alors, probablement aussi qu'ils ne sont pas conditionnés par les religions qui nous ont inculqué la culpabilité, la honte, le péché. Et là, on est dans l'état vibratoire et ça permet de rebondir sur les différentes graduations des états vibratoires, où on parle aujourd'hui de plusieurs dimensions. On dit on est dans la alors, la première dimension, c'est vraiment la matière inerte qui a une conscience, mais qui ne sait pas qu'il a une conscience. En fait, le caillou, voilà, il ne le sait pas. C'est juste une conscience qui est vachement plus lente. Et puis, au fur et à mesure... Frédéric Moïse. Fédérictus. Oui. Qu'on évolue comme ça dans les dimensions, on passe au premier niveau, vraiment, là où on est dans l'alpha, c'est-à-dire dans la souffrance, on est dans la honte, la culpabilité, puis on passe dans l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère, la fierté, le courage, là ça s'arrange un peu, on doit être aux alentours de la 3D, la neutralité, là c'est à peu près au milieu, et puis ensuite on accède à la volonté, à l'acceptation, arrive la raison, puis l'amour. Ça c'est dans les 4 dernières étapes avant l'illumination, la joie, puis la paix. Et ensuite, l'illumination. Je regarde les trucs sur les têtes, là. On est bien illuminé, ouais. Ça veut dire que la joie n'est pas forcément à rechercher comme une finalité, mais qu'il y a au-delà, il y a encore peut-être mieux que la joie, et c'est la paix et l'illumination, donc c'est ça ? Oui. C'est peut-être comme le bonheur. Bon, la joie, le bonheur, on dit que le bonheur, c'est pas une destination, c'est le chemin. La joie, c'est sans doute pareil. Je pense que c'est un état. Alors effectivement, est-ce qu'on le trouve naturellement ? Tu soulevais la question. Est-ce qu'on soit à l'origine ? Est-ce qu'on est avec ? Est-ce qu'on est heureux ? Est-ce qu'on Oui, est dans la joie ? Avec de la joie. Qu'est-ce que tu en penses ? Moïse, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, si on parle de la naissance, déjà on arrive avec nos valises transgénérationnelles, donc déjà on arrive avec un héritage. On est aussi conditionné par notre façon d'arriver au monde. Là aussi, ça va peut-être mettre des couches de trop bas qu'il faudra éventuellement libérer pour retrouver cette joie. Libérer. Voilà. Donc elle est là, tu veux dire qu'elle est là, mais elle est déjà recouverte à la naissance. Ben oui, parce que comment imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de joie à l'inverse. Donc on porte... Mais alors si on a eu des ascendants, oui, qui étaient plutôt dans la honte, dans la culpabilité, dans la tristesse, ce sera plus enfoui. Non, pas spécialement, parce que peut-être qu'on prendra le contre-pied de cela, justement. Mais c'est sûr que ça ne facilite pas l'incarnation de la joie. Quand plus tu te trimbales de valises. Je pense que c'est peut-être pour ça que les oiseaux arrivent à chanter clairement, et même des gens dont on parlait de misère là, par rapport aux gens qui sont dans des conditions matérielles qui nous semblent presque déplorables, donc à pleurer. Mais pour eux, ils sont peut-être juste contents d'être vivants. Déjà, il y a cette notion de gratitude et de gratuité que tu as évoquée tout à l'heure. C'est l'oiseau, même s'il fait froid le matin, des fois ça gèle, comme ce matin, ils ont chanté avant que le soleil se lève. Voilà, ça c'est la notion de gratitude qui est venue aussi. Et effectivement, je ne sais plus qui dit que si on n'est pas capable de se réjouir que l'eau coule quand on ouvre le robinet, c'est qu'on est un peu à plaindre, quoi. Donc effectivement, la gratitude, c'est peut-être ça qui fait que juste être heureux de se lever le matin, de ne pas avoir mal et de savoir que
on va être près de ce qu'on aime, c'est déjà une source de bonheur et de joie. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Cosmic Dancer de T-Rex. À tout de suite. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tune. I dance myself into the tune. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Is it wrong to understand fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. I dance myself out of the womb. Dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. And then again once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself out of the womb. Alors on est remonté très loin avec notre thème d'aujourd'hui puisqu'on a parlé des Védas. Donc les Védas, c'est la tradition indienne
la personne qui en a parlé avait trouvé, comme par hasard, hein, ce n'est pas une synchronicité, quelques jours avant notre rendez-vous, la Bhagavad Gita dans une petite boîte à livres. Vous savez, ces boîtes qu'on trouve à Périgueux, dans lesquelles on peut, enfin, et partout d'ailleurs, dans lesquelles on peut laisser et prendre des livres. Et donc, dans les Védas, il est question de 3 sortes de joie. La joie de l'illusion, de l'ignorance, c'est-à-dire la joie... on va dire, je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec le plaisir, une joie non éclairée. La joie liée à la connaissance, à l'intelligence ou l'analyse. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une joie. Le contentement de comprendre quelque chose, c'est une véritable joie. Et puis la joie de la vertu, avec les qualités dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Charles, de bienveillance, de présence. Et puis, je crois qu'il parlait aussi de la joie d'être. Oui, donc dans l'ordre, c'est physique, mental et spirituel. Oui, on pourrait dire ça. Ouais, tout à fait. On est forcément, d'après moi, dans une présence, dans une forme de présence. Et quelqu'un aussi nous ramenait à ce que dit Eckhart Tolle quand il nous amène à être dans le moment présent. Et non pas dans les réminiscences du passé et les appréhensions du futur. Ça nous permet d'être dans l'instant et d'être dans la joie. Parce qu'on peut se réjouir d'un moment à venir, mais ne pas être, justement, ça c'est une joie plutôt passive qui ne concerne pas l'instant dans lequel on est. Et c'est vrai que l'enseignement d'Eckhart Tolle nous amène à nous replacer dans le moment présent et à faire taire un peu le mental qui nous éloigne toujours de l'être, de l'être profond. C'est vrai que dans le moment présent, il n'y a pas de problème dans le moment présent. Les problèmes, c'est dans l'anticipation ou dans la rumination, effectivement. C'est mental, quoi. Voilà. Le problème, mais c'est le mental. A horreur du présent. On s'accorde tout ça là-dessus. La joie, moi, j'entends le jeu, évidemment, hein, et le jeu aussi, parce que c'est probablement un jeu, comme la vie, mais j'entends le wow, et pour moi, le wow, c'est le verbe créateur, en fait. Alors, c'est la gratitude, c'est l'admiration, c'est l'innocence de l'enfance qui peut être émerveillée, et pour moi, ça, c'est créateur. Mais c'est aussi la gratitude, quoi. C'est le wow, c'est ce qu'on exprime quand on voit quelque chose qui nous semble beau, qui nous transporte, qui nous met donc naturellement en joie. C'est ces moments-là où on se remet en connexion, en fait, avec la beauté de ce qui nous entoure. Donc forcément, on est dans le présent. Oui, tu veux parler de l'émerveillement ou de waouh, de quelque chose qui nous transporte. Et de la même manière, on parlait tout à l'heure des petits, en hors micro, de nos recettes qui nous permettaient de nous mettre en joie. Vas-y, commence. On peut chanter, hein, Moïse, par exemple. On chante quoi? Non, pas maintenant. Non, mais la chanson, le chant, ouais. tu es d'accord, Moïse, hein? Complètement. Oui. Complètement d'accord avec ça. Le chant, ça nous permet d'être en joie parce que ça fait remonter à l'intérieur de nous plein de choses. Et la danse aussi. Et quand on commence à sautiller un petit peu sur place, quand on est content d'ailleurs, quand on est joyeux, ou quand voilà, on bouge. On bouge, on sautille, et il y a des attitudes qui nous permettent d'être... Sautiller, c'est bien, mais la danse, pour moi, c'est un petit peu autre chose. Ça peut être vraiment de la transe, justement. Hein, sans parler des soufis, hein, dont la danse est particulièrement connue. Moi, j'adore la danse. Hein, alors, en chant, je suis très mauvais. Mais à la radio, la danse, je ne vous ferai pas de démonstration. Mais pour moi, ouais, on se retrouve dans un état, c'est forcément la joie, mais c'est un état de connexion. C'est comme si ton corps ne t'appartient plus vraiment, tu vois. Il y a Nougaro, notre bien-aimé Nougaro, qui dit « Est-ce moi qui danse ou la terre qui tremble ?» Tu vois, oui, tu t'appartiens plus vraiment, tu vois. Donc, sans entrer dans une transe vraiment extatique, il y a des fois, tu as l'impression d'être à 50 cm du sol, tu vois, même si tu étais fatigué, tu as oublié ton corps a oublié sa fatigue parce qu'il est traversé par autre chose. Et sans doute cette joie aussi.
Uh-huh. Moi, j'arrive à chanter, mais danser, je suis dyslexique des jambes, alors C'est pas beau à voir? En tout cas, une joie qui s'exprime, ça s'appelle l'allégresse. Voilà, c'est beau ça, l'allégresse. Ah oui. Mm. C'est la joie qui s'exprime. Mm. Moi, je conçois surtout la joie comme ça. Je pense que tout à l'heure, on parlait de plaisir solitaire. Et quand vous suggériez la joie, le plaisir et le bonheur, j'y associe un mouvement. Et pour moi, le plaisir, c'est plutôt un mouvement d'intra, c'est plutôt centripète. Que la joie peut être à la fois centripète et centrifuge. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois rayonner sur l'intérieur, mais aussi rayonner sur l'extérieur, contrairement au plaisir. Et ce que tu as dit juste avant, enfin moi ce que j'ai entendu, c'est l'élévation, quoi. La joie, c'est quelque chose qui t'élève, qui t'aspire. Ah, complètement. Et là, tu dis justement, ça va dans les deux sens, c'est centrifuge et centripète, donc ça t'aspire et ça t'inspire en même temps. C'est ça le mouvement. Et alors, c'est contagieux. Oui, c'est tout à fait, c'est viral. La joie, c'est... Oui. Ouais. Oui, parce que quelqu'un qui rit de bon cœur, rire de bon cœur, ça se partage, en fait, et ça peut... un fou rire comme ça peut en entraîner un autre, et ça... Et les larmes de joie sont des larmes bien particulières aussi. On pleure pas de plaisir, hein, a priori. Alors que les larmes qui montent dans un moment de joie, c'est pareil, c'est quand même un signe de connexion. Puisque j'ai des cocktails sur le crâne, là je me suis régalé avec un cocktail récemment, et j'en ai pleuré de plaisir, mais il était très pimenté. Ah oui, d'accord. C'était juste après l'avoir bu ou un peu plus tard? L'histoire ne le dit pas. Alors, on a parlé aussi, si ça vous convient qu'on passe à la joie des animaux, à la manière dont les animaux, par leur propre faculté à être en joie, d'une manière évidente, naturelle, nous inspirent de la joie, nous la transmettent. Et pour le coup, ils sont contagieux au niveau de cette joie. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous... qui joue dans votre expérience de la joie? Mais dans joie, il y a aussi wa. Oui. Il y a Noël. Et le jeu le jeu de loi, 52 cartes, ça devient vachement ésotérique là quand même. Hein. On voit que la joie a été véhiculée ésotériquement jusqu'à nous depuis fort longtemps. Eh ben moi, j'en profite pour donner une petite recette de joie, puisqu'on parle des animaux. Alors, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis très peu de temps. Je collectionne sur mon téléphone des photos d'oiseaux extraordinaires, et la planète est remplie encore d'oiseaux extraordinaires. Et j'ai remarqué que quand je passe en revue avec quelqu'un ces images, et ça crée une joie, mais incroyable, complètement inattendue. On n'a pas ça avec les petits minous, quoi. Évidemment, on aime bien regarder des minous, mais ça nous amuse, etc. Mais ces oiseaux extraordinaires nous mettent dans une joie bien particulière, parce que là, on se dit, mais le créateur est d'une imagination, mais qui dépasse tout ce qu'on peut nous-mêmes imaginer. Alors le créateur, évidemment, avec des guillemets, un grand C, tout ce que vous voulez. Et il a fait les oiseaux très joyeux. Et dans un défoulement de fantaisie qui réjouit l'âme et le cœur. Par rapport aux animaux, moi aussi, des fois, quand j'ai envie d'être heureuse, et puis que c'est pas évident, eh ben, je visualise, je me souviens de mon chien. Voilà, je pourrais me souvenir de mon bébé ou d'un grand amour. Eh ben non, c'est mon petit chien qui vient, cette petite chienne qui a partagé un bout de chemin avec moi, et qui, par sa douceur, sa beauté, sa gentillesse, son amour et son innocence, me ramène dans la joie immédiatement. Voilà, c'est un petit truc. Ce qui explique que nous n'ayons plus aucune chance. Alors, puisqu'on en est aux recettes du bonheur, peut-être vous en avez d'autres, des recettes de joie. Moïse? Alors, moi, j'ai un petit truc. Quand je prends conscience que mon corps, que mon véhicule est au service de mon expérience humaine, qui me permet de vivre mon aventure, ça, instantanément, ça me met en joie. Je dis, tiens, ce corps-là, je vais essayer d'en prendre soin, et puis il va m'emmener ou m'amener à vivre des expériences. Donc, ouais, ça me met en joie. Tu incarnes l'allégresse dans ton temple. J'essaie. Oui, c'est ça. Jean-Charles, tu as une recette de bonheur? Ben moi, je disais que oui, je chantais, mais vraiment, hein, j'ai beaucoup de plaisir à chanter. Je chante assez juste, pas
pas forcément dans le tempo. T'aurais envie de nous faire quelque chose, un cappella? De la même manière que... Oui. S'il te plaît. Non, mais après, ça va être du Michel Sardou. Là, ça va pas du tout avec le thème d'aujourd'hui. Alors finalement, Non, je chanterai plutôt du Jacques Higelin, mais on va l'écouter peut-être tout à l'heure. oui, on va l'écouter. Justement. Mais c'est vrai que le chant est pas seulement sous la douche, le chant en voiture, mais même siffloter un air, ça rend plus joyeux encore. On commence à être un peu joyeux, et le fait de chanter, ça ajoute à la joie encore, et ça en rajoute, et c'est vraiment un état. Oui, mais ça. Et s'il flotte et qu'il y a du soleil, ça fait un arc-en-ciel. Et alors Moïse, dans ta pratique parce qu'on n'en a pas encore bien parlé pour l'instant, dans ta pratique enfin, en tant que praticien en psychothérapie, on va dire comme ça, tu utilises beaucoup d'outils, et notamment l'hyperventilation, qui serait une technique justement pour réveiller la joie, assez redoutable, non? Alors, ce n'est pas le but recherché au départ, mais c'est vrai que souvent, ça la révèle, oui. Justement parce que ça permet d'enlever les couches, ça travaille à la fois sur le corps, sur l'esprit, ça travaille à tous les niveaux. Et quand les gens, on a un terme un peu, on dit dégazé, lorsqu'ils ont vraiment libéré par le corps, quand le ciel s'est dégagé, arrive souvent la joie. Ouais. La joie, la gratitude. Et ça amène aussi à des lâcher-prise, d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité. Il y a une dimension de liberté souvent qui est assez intense. Il n'y a plus Ce que j'entends, moi, c'est qu'à chaque fois, en fait, la joie, c'est le produit d'une reconnexion, à chaque fois. Ouais. Et est-ce que c'est durable? Alors après, c'est une discipline. Souvent, on dit... quand on a appris à faire du vélo, on sait faire du vélo toute sa vie. Et charge à chacun d'y revenir. Voilà. On a parlé de la volonté tout à l'heure par rapport à la joie. Je crois que c'est Jean-Charles qui évoquait ça. C'est vrai que ça, on ne l'a pas dit. Mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, on parle d'expérience aussi personnelle, mais de me réveiller un matin de particulièrement mauvaise humeur, sans savoir à quoi l'attribuer. Et je cherche, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas de cause. Est-ce que j'ai fait un cauchemar Mais tout d'un coup, j'étais assis comme ça, et je me suis dit, mais est-ce que je vais me trimballer cette tronche toute la journée? J'ai pas envie. Parce que je sais que si je sors avec un sourire, il y a des chances que je croise des sourires. Mais si je sors en tirant la gueule, il y a des chances que je trouve plein de gens qui font la gueule. Et et c'est vachement facile. Juste de dire, oh ben non, je ne vais pas sortir avec cette tête-là. Je vais en mettre une autre. Ça, c'est un acte de volonté. Et après, la joie va venir toute seule. Forcément. D'accord. Et tu parlais donc de l'hyperventilation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer seul, j'imagine. Il faut l'apprendre. Alors, ce que nous proposons, oui, il faut le faire en groupe. Parce que, comme on arrive à des états de conscience modifiés assez rapidement, il faut que quelqu'un puisse accompagner, gérer, pour être en sécurité. Ça ne se vit que si c'est vécu dans un cadre de sécurité. D'accord. C'est un outil qui traite les mots MAUX sans passer par les mots MOTS. Et justement, ça chante le mental. Ça va directement à l'essence de l'être. Et nous avons cette connaissance de guérison, de nettoyage en nous. Et parfois, les mots que nous mettons dessus ne sont pas suffisants ou tordent notre vérité profonde. On va écouter maintenant Higelin. C'est la joie de vivre. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière.
façon de se jeter dans les bras de la joie de vivre libre, vivre libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star, des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan, prêt à cracher ses temps de lave et de soleil et de joie de vivre libre sur le chemin qui vibre, ivre sous tes pas. La joie de vivre libre qui te délivre et te mène sur ta voie. Tant que je sentirai vibrer la terre sous mes talons, respirer le vent du large au fond de mes poumons, s'élancer dans l'univers, mes pensées qui décollent, et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre libre sur le chemin qui vibre, ivre sous mes pas, sous mes pas. La joie de vivre m'inspire, la foi qui vibre libre et se bat. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi. Moïse, en tant que praticien en psychothérapie, les gens viennent te voir pour Pour aller mieux. pour aller mieux, pour être heureux. Est-ce que toi, c'est ton objectif quand tu accueilles quelqu'un dans ton cabinet qui repart plus heureux? Alors moi, mon objectif, c'est de remplir le contrat que je passe avec eux, c'est-à-dire de définir ensemble quel est qu'est-ce qui conditionne le fait de venir me voir, et comment sauront-ils que ce qu'ils sont venus chercher, ils l'ont trouvé. Comment ça va pouvoir s'exprimer dans leur vie. Donc, ça n'intègre pas spécialement qu'après une séance ou qu'après un stage, les gens soient mieux en sortant. Parfois, on peut être plus mal avant d'aller mieux. Ça veut dire qu'il y a un suivi, ça veut dire que tu vois les gens plusieurs fois. Oui, parfois. Souvent. Mais comment dirais-je, la dimension, la force, la douleur, le trauma, la difficulté, la représentation que la personne en a n'a rien à voir avec le temps qu'il faudra pour qu'elle s'en dégage. Et alors, quand on t'écoute, on a l'impression que finalement, le travail, c'est de retirer des choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à apporter, des outils, des moyens que tu vas ajouter à la personne pour l'aider? Oui, des fois, je dis aux gens, il vous faudrait des piqûres de géo, des piqûres d'ego, et pas de PO. Justement pour qu'elles prennent confiance en elles, bien sûr, parfois il faut enlever, parfois il faut ajouter. Ajouter, voilà. Mais je pense qu'il faut surtout enlever. Dans un premier temps, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il faut surtout enlever alors? C'est différent à chaque fois ou il y a quand même quelque chose de récurrent qui vient Les grandes blessures sont celles de l'abandon, de la honte et de la culpabilité. Voilà, souvent, ça va tourner autour de ça. La trahison aussi. Oui, ça en fait partie. Et on travaille toujours sur 3 zones. Alors, des outils différents vont être utilisés.
Par exemple, la respiration, inspirée comme nous l'appelons avec Sylvie, donc l'hyperventilation, on va travailler à la fois sur le transpersonnel, donc l'héritage de notre clan, sur la période périnatale, comment nous sommes arrivés au monde, comment s'est passée la grossesse, comment nous avons été accueillis au monde, et toute notre biographie. Et pour l'aspect de la biographie, on peut passer par l'intellect, justement. Ah oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu telle chose, c'était difficile pour moi, je vois que je m'en remets pas. Mais lorsqu'on parle de transpersonnel, transgénérationnel, qu'on parle de notre période périnatale, notre zone de naissance, on n'a pas accès à ça. Donc c'est bien de passer par le corps, de travailler en psychocorporel pour pouvoir faire émerger cela. Alors, il y a l'hyperventilation, mais pour travailler sur le transgénérationnel, La constellation familiale. il y a la constellation familiale par exemple, ouais. aussi. Tu peux nous en dire un mot de la constellation familiale? Vous pouvez nous en dire un mot? Ah oui, parce que Moi, je suis amateur, simplement. Moi, je ne suis pas professionnel. La constellation familiale, c'est de remettre de l'ordre. On se rend compte que lorsqu'il y a des lois en constellation familiale, et d'ailleurs qui sont parfois en lien avec la joie. Par exemple, s'il y a une loi qui n'est pas respectée, comme le donner et le recevoir, eh bien, ça va créer de la difficulté dans le clan, soit à un même niveau, soit au niveau inférieur. Et la joie, à mon avis, la joie s'équilibre aussi pour l'individu quand il est capable à la fois de donner et aussi de recevoir. Là, le donner et le recevoir, c'est une zone de joie pour moi aussi. Donc voilà, la conciliation familiale, c'est remettre de l'ordre. D'accord. Donc ça passe par une technique, un processus bien précis. Alors une fois de plus, en fonction de la demande de la personne qui vient, du patient, de la patiente, elle nous aura fait un génogramme, enfin donné un questionnaire, on aura fait un génogramme. Donc un génogramme, c'est un arbre généalogique intelligent. On va mettre les métiers, les maladies, les exclusions, enfin voilà, des personnes, et on va pouvoir peut-être en tirer un fil qui aidera à résoudre la problématique posée par la patiente ou le patient. Dominique, toi tu es un adepte de constellation familiale. Est-ce que par rapport à la joie, par rapport au thème d'aujourd'hui, tu constates que c'est une technique qui libère, Déjà, ça fait monter les vibrations sérieusement. Quand on fait une journée de constellation, on arrive le matin, le soir quand on part, on est scotché quand même. Là, on a monté sérieusement en vibration, ça tout le monde le constate. Ça crée beaucoup de connexions entre tous les individus qui ont participé aussi. Je trouve ça très très riche. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup en constellation, c'est que vachement souvent... tu as cette technique de faire un arbre intelligent, etc. Mais vachement souvent, on arrive à résoudre, entre guillemets, des problèmes dont on ne savait même pas l'existence, d'ailleurs. Ça se passe, c'est pas au niveau du mental, c'est pas au niveau de l'analyse. Et moi, c'est cette dimension-là qui m'intéresse, parce qu'on a accès à tellement d'autres informations auxquelles on ne peut pas avoir accès en analyse, etc. Ah, c'est sûr que lorsqu'on est dans le mental, une constellation familiale, c'est extrêmement déroutant. Ouais. On est traversé par des ressentis qu'on ne pouvait pas imaginer 30 secondes avant. Bien sûr. Moi, je me souviens, en tant que participant à une constellation familiale il y a plusieurs années, alors que je connais relativement bien les phrases types qu'on donne en constellation familiale, être envahi de tremblements et de ne pas me souvenir du tout des phrases de constellation qu'on me demandait de répéter. Et j'ai appris à la fin de la constellation que je représentais quelqu'un qui était à la fois parkinsonien et Alzheimer. Wow. Je ne connaissais absolument rien de son histoire. Et nous sommes tous, toutes 30, traversés de cela lorsqu'on participe à une constellation familiale. C'est ça. Moi, je l'ai vécu aussi une fois où j'ai représenté une personne et curieusement, je ne tenais pas en place et j'avais envie de m'en aller et je me sentais complètement gamine. Et après, j'ai su que c'était la petite sœur infernale que j'avais représentée et voilà. Et ça, je ne pouvais pas le deviner. Ouais. En même temps, ça ne pouvait pas tomber mieux. Hein. C'est jamais par hasard qu'on représente quelqu'un en constellation. Tu veux dire que je suis infernale, Non. c'est ça? C'était pour mettre un peu de joie. Mais c'est vrai quand même, parce qu'il y a un truc, quoi. Je veux dire, même il y a le constellé, il y a le constellateur ou la constellatrice, il y a le constellé, mais pour moi, c'est guéris-toi toi-même, tu guériras les dieux et l'univers, parce que vraiment, la guérison est, comme on a dit tout à l'heure,
La guérison se partage, elle est contagieuse. Et pour moi, la guérison est contagieuse. Et ça, je m'en suis aperçu en constellation. Je trouve ça magique. Moi, il m'est arrivé de guérir un symptôme physique. Hein. J'avais une douleur à un genou depuis 20 ans. Un lendemain de constellation, plus de douleur. Et ben, ça fait 1 an et c'est toujours pareil. J'ai souffert pendant plus de 20 ans. À la suite d'une constellation, j'ai arrêté de souffrir. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Ça peut Et- peut-être, oui. Et oui, donc c'est vraiment en dehors du mental. Hein. En Ça dehors peut du mental. sembler un peu énigmatique pour ceux qui nous écoutent, le constellant. C'est bien de préciser que c'est un jeu de rôle. Enfin, un jeu de rôle. En tout cas, quand on fait une constellation en groupe, il y a plusieurs participants et participantes, et chaque participant va être au service de la personne qui va poser sa constellation. Donc on proposera à la personne qui posera sa constellation de choisir quelqu'un qui la représentera, et choisir quelqu'un qui représentera des personnes de son système en fonction de la problématique qui était posée. Un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, ou voire même un concept, une maladie, ou un pays, une entreprise. C'est extrêmement vaste. Et ce qui est extrêmement déroutant, c'est qu'on est traversé. Quand on prend la place quand on représente une personne, on est amené à prononcer des phrases, à avoir des ressentis qui sont ceux de la personne que l'on représente. C'est assez exceptionnel. Ouais. Pour moi, ça a été une grande découverte, et ce qui a fait que je me suis assez passionné, que j'en ai fait très régulièrement, parce que je suis assez mental au départ, et je fais pas assez confiance à mes intuitions, mais là, c'est imparable. Tu représentes quelqu'un, tu sais pas du tout. Alors bon, ça c'était l'avantage de travailler à l'aveugle, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, mais moi, ça m'arrangeait qu'on commence à travailler à l'aveugle, parce que j'avais vachement peur de mon mental, et donc pas savoir ce que ou qui on représente, c'était très bien, parce que par contre, le ressenti, il est là de toute façon, et tu sais que tu n'y as pas mis le mental. Moi, je pense que de toute façon, ce sujet des constellations familiales, c'est tellement riche qu'on pourra y revenir, peut-être dans le cadre d'un thème sur la transmission ou sur le transgénérationnel. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose peut-être, avant de passer au coup de cœur, c'est de peut-être un mot de la fin concernant ce thème. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire? Que la joie soit avec vous. Merci Jean-Charles. La joie est un choix. Ouais, la joie est un choix aussi. C'est une responsabilité à prendre. Et c'est ce qu'on donne pas, on le perd. Donc, des fois, c'est bien de se forcer à être joyeux, juste au moins pour partager et pour motiver. Oui, c'est vrai Pour contaminer. Contaminer, oui. On sait qu'il suffit de sourire pour activer au niveau des neurotransmetteurs de la joie. Et donc, parfois, il faut commencer par ça, même si on n'a pas envie. Enfin, il faut, mais ça peut aider. Oui, puis on peut éliminer les rabat-joie, tous ceux qui sont là pour nous gâcher notre joie. Merci Jean-Charles. Moi, je pense que la joie, c'est prendre le risque d'être libre. Vraiment. Et que ça nous fait rencontrer notre aide par la spontanéité, par la vérité, par la présence, vraiment. C'est ça. C'est ça. Connexion, reconnexion. Donc c'est un risque. Donc on peut comprendre que certaines personnes finalement aient peur de la joie. Ouais. Oui. Être libre, ce n'est pas simple. Donc la solution, c'est de les contaminer par notre propre joie pour qu'ils n'aient plus peur. On essaie de faire ça ici maintenant. C'est je ça crois. Ouais. On devient des virus joyeux. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu libre pour être joyeux. Il y a plein de gens qui se forcent à faire la gueule pour avoir l'air sérieux, en fait, pour avoir l'air professionnel, etc. Et dès qu'on déconne un peu, bon, on passe pour un clown. Ah oui. Je veux dire, même à l'école, tu peux être le plus brillant, bon, t'as pas le droit d'être dissipé. Dissipé, ça c'est intéressant comme mot. Une autre fois. Mais c'est vrai que d'être joyeux, on peut passer vite pour le ravi de la crèche, quoi. On peut être vite ridicule, quoi. Surtout. Moi, j'adore cette phrase. Faire son travail sérieusement, mais ne pas se prendre au sérieux. Mais Oui. Et il y a vraiment, pour moi, deux opposés. Enfin, on peut être et à la fois d'une extrême rigueur, et bien souvent pour compenser, pour être dans cette balance, il faut pouvoir aussi, ça c'est mon cas, hein, avoir des moments justement de lâcher complet, un peu de délire, pour revenir dans
dans justement quelque chose de beaucoup plus rigoureux et ne pas rester au milieu de quelque chose de tiède et justement d'un peu ben voilà, je suis un peu au milieu comme ça, un peu tiède et autant je pense être capable d'une grande rigueur et à la fois Ouais, mais c'est la joie, on n'a pas évoqué la satisfaction, parce que dans la satisfaction, je pense qu'il y a de la joie aussi, de faire ce qu'on fait bien. Juste, c'est satisfaisant, et ça amène la joie. Si ce que tu fais te plaît, et tu vas le faire, tu vas le faire forcément bien. oui. Et tu vas être dans la joie, donc tout devient fluide. La quoi. satisfaction, Voilà. oui, de voir du travail accompli, de quelque chose de satisfaisant. Oui. Oui. Non, ouais. pas toi. Euh, Bon. Moi, cette notion de tiédeur, je comprends pas trop, au sens où moi j'ai l'impression que les choses se jouent dans l'équilibre, dans une espèce de danse entre et parfois quand on est au milieu, bah, c'est pas de la tiédeur, c'est un équilibre. Mais peut-être c'est pas ça que tu voulais dire. Non, parce qu'on ne va pas dans des extrêmes. On peut être. Ça voudrait dire que dans la rigueur, on l'est un peu. Et pareil, dans des expansions de vie, on l'est un peu. Alors que si justement on va à fond, un petit peu plus loin, on peut être d'une extrême rigueur. Et là, on n'est pas dans le milieu. Hein, on n'est pas dans... Et de la même manière, on peut aller dans quelque chose de très joyeux. Et c'est justement cette balance qui se fait entre ces moments d'euphorie et ces moments justement de grande rigueur. Oui, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, comme j'aime à le dire. Tu l'avais pas entendu. Voilà. Ah ben oui, Mais on est d'accord. Tout ça peut être vécu justement quand tu fais ce que tu plais, ce qui te plaît, etc. Hier, on avait quelqu'un qui disait, qui se plaignait un petit peu, il a passé sa vie à faire un boulot chiant. Bon, c'est vraiment dommage, quoi. Il faut qu'on essaye justement de trouver cet équilibre-là dès le départ. Tu vois, pas avoir besoin de compenser ou... Oui. C'est ça la connexion aussi. Et quand on passe des fois devant mon bureau, on me dit courage, je dis non, de l'enthousiasme. Oui, Ça, oui. Alors tu m'as dit que dans le courage, il y avait du cœur. Oui. Donc, c'était pas mal. Et dans aussi. l'enthousiasme, il y a du Dieu. Hein. Théos, enthousiasme, il y a la racine Dieu dedans. Bon, ça grec. va aussi. Oui. En tout cas, on est d'accord pour avoir le courage d'être nous-mêmes et du coup d'être joyeux, contagieux. Enjoy. Voilà, Dupont-la-Joie, c'est moi. Et l'allégresse. Alors, je vous propose qu'on passe à un petit coup de cœur. Aujourd'hui, c'est moi qui ai eu un coup de cœur. Et Oui. je vais vous le faire écouter tout de suite. Je pense que vous connaissez tous. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken. Nous écoutions Moondog, Bird's Lament. Voilà, ça c'est un petit Le chef-d'œuvre. Viking de la 6e avenue. Exactement. Voilà. On a fêté en 2016 l'anniversaire de sa naissance.
Donc je vous laisse faire le calcul. Hein, et voilà, et c'est donc un compositeur de génie, un clochard céleste, qui a été une figure de l'avant-garde new-yorkaise dans les années 60. Le fameux viking de la 6e avenue, ce qui est très drôle par rapport à ça, c'est qu'il était toujours harnaché d'un casque avec des cornes, parce qu'il était passionné par tout ce qui était viking, et un jour il a été mortifié en apprenant que les vikings n'ont jamais porté de casque à cornes. Bon, ça c'était une anecdote. Mais cet homme fait une musique incroyable, une musique... pour moi c'est une musique des cieux, c'est une musique qui me dresse entre le ciel et la terre, parce qu'il s'inspire à la fois de la musique amérindienne, des rythmes amérindiens, et par ça j'ai l'impression d'être connectée aux pulsations de la terre, et en même temps il a une maîtrise de l'écriture, du contrepoint. Pour lui la musique c'était avant Bach, déjà Bach lui vrillait les oreilles, donc ça donne une idée un petit peu de où se situe sa musique et comment il l'écrit. Et malgré ça, il a inspiré beaucoup de jazzman, il a fait de la musique jusqu'à sa mort en 99 quasiment. Et voilà, je vous invite à découvrir le plus bel album pour moi, c'est Moondog in Europe, qui est un pur chef-d'œuvre. Ça me fait penser à Yann Garbarek, de Jonette, Keith Jarrett, Ouais. John Sorman aussi, Ouais. ou Arnaud Part. Ouais, Arvo Part. Arvo. Arvo Part, c'est fantastique. J'adore ce genre de musique. Moi, j'écoute très peu de musique, mais il me faut quelque chose comme ça, là, un peu qui respire. C'est vrai que ça verticalise un petit peu. Alors pendant que tu as la parole, Oui. on se demandait si on ne pouvait pas se quitter en se disant qui pour nous incarne la joie. Alors bon, il y avait quelqu'un qui me vient tout de suite, c'est évidemment Charles Trenet. Hein, il y a de la joie partout les hirondelles, il y a de la joie. Mais en plus, il en avait fait une beaucoup plus tard. C'était sur France Inter. Avec, je sais plus, c'était Ruquier peut-être, c'était les débuts de Ruquier, l'émission s'appelait Rien à cirer, et il avait fait le générique, et je trouve ça génial. Rien à cirer, tout est nickel, tout resplendit chez moi, et tes cheveux couleur de miel sont des soleils de joie, justement, rien à cirer, etc. Et ouais, il incarne vraiment la joie. Oui. Alors, il y en a un qui l'a repris et qui a fait un tour de chant. C'est Jacques Higelin. Pour moi, Jacques Higelin, pour avoir gardé son âme d'enfant, exprimé dans ses concerts qui étaient interminables, où il sautait partout, il montait sur son piano, et vraiment on sentait qu'il y avait en lui cette fraîcheur, et jusqu'à ces dernières années, il a gardé cette fraîcheur et cette joie de vivre qu'il incarnait vraiment. Et il a rencontré Charles Trenet. Il y a une anecdote à ce propos. Mais c'est vrai, quand on s'appelle Jackie, apparemment, ça a l'air plus facile d'être joyeux. Jolin. Oui, Jackie, Jolin. Je l'autre aussi. Donc pour toi, Jean-Charles, c'est Jacques Higelin ? Oui, c'est Jacques Higelin, avec aussi, alors on l'a dit tout à l'heure en fait, hein, Charlie Chaplin, et notamment dans sa chanson des temps modernes, là, qui fait ta 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 ta, là où il perd ses paroles et il part dans un langage complètement inventé. Enfin, le burlesque, Buster Keaton, en fait, tout ça, moi, ils me font beaucoup rire. En fait, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est pas trop l'image de la joie, hein, surtout quand tu parles de Keaton, hein, mais même parce qu'il y a quand même, il y a quand même vachement de mélancolie, justement, c'est le mot. Ouais. Boris, t'as une figure de la joie ? Non, pas une figure, que des visages inconnus, comme ça, de moments attrapés partout. Voilà, je sais pas, j'imagine, je vois deux jeunes amoureux sur des bancs, et je trouve ça extrêmement joyeux, des enfants dans la rue. Les enfants, ouais. Voilà. Toute la joie, c'est tout de suite les enfants qui... Et j'ai aussi là tout de suite l'image de personnes rencontrées en Asie, de personnes âgées qui ont des sourires mais absolument incroyables, ils sont ridés de joie, c'est magnifique. Mais c'est un peu comme... Il y a cette dimension de gratitude pour la joie. Tu peux pas être joyeux sans gratitude, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on la trouve particulièrement chez les enfants, ou même chez les personnes âgées qui connaissent le prix de la vie. Gratitude et simplicité. Ouais. Alors on va terminer là-dessus, puisqu'il est l'heure de se quitter. Peut-être qu'on donne rendez-vous pour notre prochain café spirituel, qui aura lieu le 12, c'est-à-dire dimanche dernier. Prochain. Il n'y a pas de temps. Ça va être sur le quantique. Ça paraît aguillement, ça, oui. Sur le thème « Les animaux sont-ils des guides ?»
Voilà, c'est toujours au Silver Hall, 25 rue Saint-Front, à 10h30. Venez plutôt à 10h15 parce que ça devient un peu compliqué de commencer à l'heure. 10h15 au Silver Hall, dimanche 12 mai. Voilà, Jean-Charles, tu voulais ajouter? Non, simplement en cas de beau temps, nous risquions de nous retrouver au parc Gamançon, mais il n'annonce pas forcément une belle météo. Ouais, Alors ouais. si vraiment à midi il fait 17 degrés, 5, à 10h30, on se retrouve au parc Gamançon, autrement on se trouve au Silver Hall. Là, Sylvie, tu m'as inspiré mon dernier coup de cœur, en fait, en parlant de dimanche dernier. C'est, je le conseille à tout le monde, le livre de Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier, Souvenons-nous du futur, ou Se souvenir du futur. Je vous le recommande, comme j'avais recommandé Le Pic de l'Esprit, le dernier de Philippe Guillemant. Si les synchronicités vous intéressent et si vous voulez commencer à les maîtriser, ça peut être intéressant. Merci à tous. Merci à vous. Merci Moïse. À bientôt. À bientôt. Amour et paix. Et joie. Voilà, madame.